qui peuvent contenir soit de l'air, soit des matières, soit du produit de contraste du lavement. Et vous voyez que c'est à l'intérieur de la graisse, mais que c'est bien sûr en relation avec le tube digestif, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas séparé. Alors, on avait la lumière, on va voir la paroi elle-même. La paroi doit être d'épaisseur normale, moins de 5 mm ici. Tout à l'heure, je vous avais dit 3 mm. Et bien sûr, eh bien, cette paroi, elle peut être épaissie. Donc, l'épaississement, on va le décrire, c'est l'objet de la sémiologie. Soit il est complet, ce qu'on appelle circonférentiel, soit il est asymétrique ou excentré, soit il est irrégulier. Très schématiquement, quelque chose de circonférentiel régulier, ça va plutôt nous faire penser à quelque chose de bénin, par exemple une maladie de Crohn. Un épaississement qui est irrégulier va plutôt nous faire penser à un cancer. On peut avoir un nodule au niveau de la paroi. Donc vous voyez qu'au niveau sémiologique, ça donne ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une image de soustraction, mais la paroi elle-même ici est épaissie. Normalement, on peut voir un certain nombre de couches, la fameuse muqueuse, sous-muqueuse et musculeuse, et on peut avoir un épaississement avec une disparition complète des couches, ou au contraire, un épaississement où les couches apparaissent de façon presque trop bien visible. Et ça donne une image qu'on appelle une image en cocarde. Et à l'inverse, eh bien, la paroi peut s'amincir du fait de la traction et jusqu'à devenir quasiment virtuelle, voire jusqu'à perforer. Le risque, à ce moment-là, c'est la perforation. Perforation, c'est une catastrophe, hein. Une perforation du tube digestif dans l'abdomen, ça donne ce qu'on appelle une péritonite et le risque de décès du patient est très très important. Alors ici un aspect de sténose avec une paroi qui est une paroi épaissie sur une longue distance avec une dilatation en amont et en aval. Et puis on verra d'ailleurs que dans la graisse, il y a des petites choses intéressantes. Vous voyez cet appendice normal qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a un appendice qui est dilaté avec une paroi épaissie. En plus, remarquez que la graisse tout autour est infiltrée. Donc là, c'est typiquement un diagnostic d'appendicite. Inflammation de l'appendice, donc appendice, IT pour inflammation. Une sténose ici avec un épaississement de la paroi du côlon, qui est un épaississement très irrégulier, qui était décrit en trognon de pomme. Et si on reconstruit en 3D, on voit l'amputation de l'angle colique droit chez ce patient, qui avait donc un cancer de l'angle colique droit. Vous voyez ici chez un autre patient, hein, quelque chose de très très épaissi, mais relativement régulier. Et là, il s'agissait en fait d'une infection. Donc, vous voyez la différence entre un cancer et une infection, et les signes peuvent être assez subtils. En sachant que ce qui fait le diagnostic au final, hein, c'est toujours le prélèvement histologique. Alors, le signal de la paroi lui-même, eh bien,
on a un signal qui est un signal moyen, quelle que soit la technique d'imagerie. On peut avoir un hypo-signal ou une hypodensité en fonction de ce qu'on utilise comme technique, soit au contraire un hyper-signal. Et ça peut être soit spontané, c'est-à-dire cette sémiologie doit être utilisée soit de façon spontanée, soit en post-injection. C'est-à-dire qu'après injection, normalement, une paroi doit s'opacifier. Si elle ne s'opacifie pas, c'est que le produit de contraste n'a pas pu arriver, donc il y a une ischémie de cette paroi. A l'inverse, si avant injection, la paroi est déjà hyper dense ou un hypersignal, eh bien, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Notamment, il peut y avoir du sang et un hématome de paroi. Et puis, ce signal, eh bien, il peut être en cocarde, on l'a déjà vu sur la plaque précédente. Et on peut, à l'intérieur de la paroi, avoir des petites bulles d'air. Ça s'appelle une pneumatose pariétale. Et c'est, en règle générale, un signe péjoratif. C'est souvent une paroi qui est en train de nécroser. À ce moment-là, il y a une pullulation de germes anaérobies, création de gaz. Donc, ce n'est pas de l'air, hein, mais c'est des gaz qui sont produits par ces bactéries. Et la paroi, ça veut dire que la paroi est en train de se nécroser et qu'elle risque de se perforer. Voilà ici un épaississement de paroi. Et vous voyez qu'on voit des couches. C'est un aspect en cocarde, dans une maladie particulière qu'on appelle la maladie cœliaque. Là, à nouveau, un épaississement qui est très franc. Hein. Regardez cette anse par rapport à celle-là. Là, la paroi est très fine et homogène. Là, elle est très épaissie. Et vraiment un aspect en cocarde avec la zone centrale de la cocarde qui est hyperémique, hyper rehaussée. Et ça, c'est dans le cadre d'une maladie qu'on appelle la maladie de Crohn. Là, après injection, eh bien, vous voyez qu'on a un rehaussement qui est un rehaussement majeur à la phase artérielle. Il s'agissait d'une petite tumeur. Sur la phase suivante, qui est la phase veineuse, on ne voit même plus cette tumeur. Donc ça, c'est une tumeur qui est une tumeur particulière, qui est hypervasculaire à la phase artérielle. Il faut vraiment faire une injection artérielle pour pouvoir la voir. Et vous voyez que sur la reconstruction ici, qui n'est pas de très très bonne qualité, on voit très bien cette petite masse tumorale qui s'est rehaussée. Là, vous voyez dans la paroi, on a fait une fenêtre qui est une fenêtre particulière, qu'on utilise la fenêtre pulmonaire pour bien voir l'air. Et vous voyez qu'à l'intérieur de la paroi, on a du gaz. Donc c'est typiquement une pneumatose pariétale. Maintenant, les mésos. Les mésos peuvent être pathologiques eux-mêmes. Il peut y avoir des ganglions, il peut y avoir des masses, ou il peut y avoir une hypertrophie de la graisse. Ici, on a le tube digestif, le mésentère, et à l'intérieur du mésentère, on a de gros ganglions qui sont nécrotiques. Ça ne correspond pas ici à du tube digestif, mais à des ganglions. On s'était fait piéger au début. Et donc, c'est des adénopathies nécrotiques. Là, dans le mésentère, on a une volumineuse masse hétérogène qui correspondait à une tumeur, un lymphome. Une autre masse du mésentère avec une calcification, une tumeur également, qu'on appelle une tumeur carcinoïde. Le mésentère ici est infiltré de graisse. Il y a beaucoup trop de graisse, un développement de graisse trop important, à côté de cette anse qui est pathologique. Dans la maladie de Crohn,
c'est pas simplement une maladie de l'anse elle-même, mais également de toute l'ambiance autour. Et donc le méso lui-même, le mésentère, devient pathologique. C'est ce qu'on appelle la sclérolipomatose. Lipomatose pour lipomatose, donc la graisse, hypertrophie de la graisse, et scléro parce qu'en plus, elle devient très dure. Et les chirurgiens disent d'ailleurs que quand ils opèrent, ben ça crisse un peu sous le bistouri. Le signal du méso, eh bien, de la graisse en fait du méso, ça peut être infiltré. Vous voyez ici, on a un appendice qui est très pathologique, avec une paroi épaissie, un diamètre supérieur à 7 mm. Et toute la graisse qui est autour, ici, est spontanément hyperéchogène. Elle est infiltrée par de l'œdème, de la réaction inflammatoire. Un autre exemple ici d'infiltration de la graisse, c'est sur une occlusion, on a une souffrance du méso avec une gêne au retour veineux. Donc les veines vont se dilater, la pression va augmenter et il va y avoir une fuite de lymphe dans la graisse qui va infiltrer la graisse. Ça, c'est un signe péjoratif lors d'une occlusion. Les vaisseaux eux-mêmes, il faut qu'on les regarde. Il peut y avoir à l'intérieur d'un vaisseau un petit thrombus. Cette sémiologie-là, vous voyez que le vaisseau est opacifié et il y a ici une image de soustraction au niveau du vaisseau. Cette sémiologie-là, si vous la mettiez au niveau d'un poumon, c'est exactement la même image qu'une embolie pulmonaire. C'est-à-dire que vous avez le petit caillot qui se rehausse pas et tout autour, le sang qui passe et qui lui est rehaussé. Même sémiologie, organes différents. La paroi, la cavité péritonéale elle-même peut être pathologique et notamment on peut avoir des épanchements intrapéritonéaux, épanchements intrapéritonéaux libres de type ascite. Comme chez ce patient par exemple, vous voyez qu'il y a un foie très malade, une cirrhose du foie très évoluée, avec une ascite, donc du liquide dans la cavité péritonéale en abondance. Il y avait tellement de liquide, une telle pression, que c'est même passé dans ces bourses ici, en faisant une hernie inguinale. La collection peut être libre, l'acide, ou ça peut être localisé. Et si c'est infecté, eh bien ça sera un abcès. Un abcès intra-abdominal, ça peut être traité soit chirurgicalement, le patient est opéré, soit par un drainage, et on va mettre un drain à l'intérieur de cet abcès de manière à le vider. Voilà ici un patient qui avait un abcès dû à une maladie du sigmoïde, une perforation de son sigmoïde, et cet abcès avait communiqué avec la vessie. Et vous voyez qu'il y a une bulle d'air dans l'abcès, mais il y a également une bulle de liquide dans la vessie. Donc ce qui fait que lorsque le patient urine, eh bien, il y a de l'urine, des matières fécales et des bulles d'air qui sortent. De gaz plutôt d'ailleurs. Voilà. Donc, on récapitule la grille de lecture en 6 points. La lumière, on va regarder la morphologie et le signal. La paroi, on va regarder la morphologie et le signal. Les mésos, pareil, morphologie, signal. Les vaisseaux eux-mêmes, la cavité péritonéale. Et bien sûr, on va regarder les autres organes, le foie, la rate, le rein, etc. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure de la coloscopie virtuelle, bien sûr, la coloscopie virtuelle, on regarde le côlon, c'est l'objectif. Mais en bonus,
si on peut dire, on peut voir si le patient a un cancer du rein, un cancer du foie, un cancer du pancréas ou autre. Alors que la coloscopie classique, bien, on est effectivement à l'intérieur du tube et on ne voit que la paroi du tube et le contenu. Les techniques d'imagerie, on les a vues, on les récapitule ici. Et voilà, on s'arrête là.